Ça marche. Bienvenue à tous. Merci pour ceux qui sont à l'heure. Donc, on a décidé de commencer maintenant. Et comme on se dit que traditionnellement, ça fera venir les autres. Donc, bienvenue à ce forum intitulé Les intercommunalités actrices de la souveraineté économique et de la réindustrialisation. Donc, avant de vous présenter les intervenants, peut-être quelques mots sur ce forum. C'est vrai qu'on sait que la souveraineté industrielle est redevenue une priorité nationale. C'est vrai que la crise sanitaire, la crise énergétique sont notamment passées par là. Donc cette priorité nécessite des relocalisations et une réindustrialisation des territoires. Tout ça évidemment dans le cadre des transitions écologiques. On va beaucoup parler de sobriété foncière, notamment du ZAN. Donc, autre impératif, décarbonation, préservation des ressources et transition également économique. Donc, on va également parler d'emploi, de formation, de métiers adaptés effectivement à ces réindustrialisations. Peut-être un mot sur deux dispositifs qu'on va évoquer aussi. La loi Industrie verte toute récente, la loi du 23/10/2023, effectivement, qui combine un peu ces différentes priorités, réindustrialiser en favorisant la transition écologique. Et également le dispositif territoire d'industrie, donc avec une labellisation 183 territoires pour la saison 2, toute récente, qui date du début novembre. Donc, les sujets seront nombreux dans ce forum qui sera organisé autour de, je vais dire, deux séquences. Donc, tout d'abord, quel rôle pour le président d'intercommunalité et le maire dans l'animation et la prise en charge de l'objectif national de relocalisation industrielle. Je vais peut-être avancer ce petit truc. Et second temps, quelle gouvernance et levier financier pour construire une stratégie de réindustrialisation. C'est vrai que gouvernance, on a également une représentante, une première vice-présidente de région. On parlera des relations entre intercommunalité et région. Et levier financier, on a le directeur de la Banque des Territoires qui est avec nous. Et on parlera également de ces différentes réformes fiscales récentes qui posent quelques problèmes. Je regarde André Léniel qui ne manquera pas d'en parler, j'imagine. Donc, le forum est coprésidé par Alain Chrétien. Vous êtes maire de Vesoul, président de la communauté d'agglomération de Vesoul, également vice-président de l'AMF. J'ai oublié de préciser que Vesoul était dans la Haute-Saône. Je pense que tout le monde le sait, mais je le précise tout de même. André Léniel, maire d'Issoudun dans l'Indre, président de la communauté de communes du Pays d'Issoudun et également premier vice-président délégué de l'AMF. Peut-être, avant de vous donner un mot d'introduction, je ne sais pas si je présente les différents intervenants. Oui, c'est mieux. Donc, ils seront répartis entre ces deux tables rondes. Donc, sur la première séquence, tout d'abord Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, Ille-et-Vilaine, présidente de Vitré Communauté, également secrétaire générale adjointe de l'AMF. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. Guillaume Guérin, vous êtes président de Limoges Métropole et vice-président de l'AMF. Sophie Gauguin, alors beaucoup de casquettes, mais intéressante par rapport au thème de notre débat, parce que vous êtes première vice-présidente de la région Normandie. Donc, comme je disais, on en parlera par rapport à cette gouvernance avec les intercos, mais vous êtes également maire d'une petite commune, d'Ozulé, 2300 habitants, si je ne dis pas de bêtises, et également vice-présidente de votre interco, une communauté de communes, en charge du développement économique. Je ne sais plus si j'ai précisé que vous aviez le développement économique et le soutien aux entreprises au niveau de la région. Et je crois qu'il y a un troisième élément que je vois. C'est parfait, vous êtes gentil, merci. Et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Et ce débat en présence du ministre Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être quelques mots d'introduction. Notre débat va être dense, mais peut-être parce que je l'ai fait très vite, pour vraiment planter un peu le décor et les enjeux. Allez, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, vous avez évoqué le projet de loi Industrie verte, qui est désormais une loi et qui régit quand même par différents principes, les principes de réindustrialisation du territoire. Alors, on a eu un petit coup de chaud, monsieur le ministre,
au début de l'examen du projet de loi, où on avait eu l'impression que le maire était plus un frein qu'un accélérateur de procédure, puisque ce projet de loi, cette loi a l'objectif d'accélérer, de faciliter la réimplantation industrielle dans nos territoires, notamment pour les méga factories, les grosses usines en français. Et à l'époque, à l'AMF, on s'était un petit peu surpris, ému du rôle un peu de frein qui était considéré par les maires. C'était un peu compliqué pour nous de comprendre ça, parce que je ne connais pas un maire ici, cher André, qui disent non, moi je ne veux pas d'usine, je ne veux pas d'emploi, je préfère le donner à mes voisins. Ça peut exister, mais c'est quand même pas la majorité. Et donc, on est satisfait tout au long de l'examen de ce projet de loi, les choses aient changé et que le maire ait été réintroduit dans la procédure de réindustrialisation par le biais d'un avis conforme en début de procédure. C'est un peu lui qui appuie sur le bouton pour que ça commence. Et ça, c'est important pour nous. Parce que nous sommes les acteurs du territoire sur tous les sujets. Parce que implanter une entreprise, ça veut dire créer les logements qui vont avec pour accueillir les employés, ça veut dire créer les routes qui vont avec, les crèches, etc. Donc si ça se fait sans nous, eh bien vous vous débrouillerez pour faire les crèches et pour faire les logements qui vont avec. Maintenant que nous sommes au cœur du dispositif et que c'est nous qui allons appuyer sur le bouton, eh bien on n'aura pas d'excuse pour ne pas accompagner les entreprises, mais surtout, on aura fixé nos conditions préalables pour lancer le processus de réindustrialisation. Donc aujourd'hui, cette loi Industrie verte, il faut qu'on la fasse vivre. Il y a beaucoup de thématiques qu'on pourra évoquer cet après-midi, notamment la reconversion des friches et l'obligation pour les entreprises de provisionner. Vous savez, c'est comme l'obsolescence programmée. Il faut intégrer les coûts de démontage avant même qu'on achète le produit. Ben là, c'est la même chose. Il va falloir que les entreprises intègrent ces coûts de dépollution in fine. On va bien voir comment tout ça va vivre dans les mois et les années qui viennent. Moi, j'invite tous les maires à s'emparer de ces nouveaux dispositifs avec leurs préfets pour anticiper justement les années qui viennent et le retour de nos industries dans les territoires déjà industriels, les territoires ruraux ou les territoires qui ont été désindustrialisés et remplacer ces friches par de belles et rutilantes usines. André. Oui, très brièvement, parce que je partage totalement ce que vient de dire Alain Chrétien. Et je vais donc orienter mon propos un peu différemment. Bien entendu, l'évolution qui a été donnée à la loi Industrie verte nous satisfait. Et par les temps qui courent, il est tellement rare qu'on dise qu'on est satisfait de l'action du Parlement et du gouvernement. Non, mais j'essaie d'être toujours objectif, même si parfois mon objectif peut fâcher certains. Donc oui, c'est vrai que ça a bien évolué. Nous avons par contre d'autres sujets sur lesquels les choses sont moins positives. C'est ce que j'appelle les suggestions contradictoires. Et nous en avons beaucoup. J'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat. Comment concilier à la fois le zéro artificialisation nette et la nécessité de développement de l'industrie. Je crois qu'ici, il n'y a personne qui soit contre la réindustrialisation, le développement de l'industrie. Comme le disait Alain, moi je ne connais pas d'élu local qui soit contre le développement de sa commune ou de son intercommunalité, mais encore faut-il que nous ne soyons pas dans les injonctions contradictoires. C'est une première chose, et j'aurai l'occasion de donner des exemples concrets tout à l'heure dans le propos. Deuxième sujet, c'est bien entendu le sujet financier. Parce que qui parle de réindustrialisation parle aussi d'investissement, dans la plupart des cas communautaires, mais parfois aidés par les communes, puisqu'il y a la possibilité d'aider au financement communautaire lorsque nous considérons que c'est un sujet d'intérêt communal, dans des limites qui sont fixées par la loi, mais je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui. Donc, à l'évidence, nous sommes dans une situation où, financièrement, beaucoup d'entre nous sont dans la difficulté pour investir, et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment que nous aurons un retour sur ces investissements. Je ne vais pas développer à cet instant, j'aurai l'occasion de le faire beaucoup plus longuement tout à l'heure. Donc il faut à la fois que nous soyons dans cette volonté de travailler en commun pour la réindustrialisation de notre pays, mais qu'on voit comment on trouve les équilibres intelligents en matière d'environnement. On sait tous que c'est un impératif absolu dans la société qui est la nôtre, mais comment concilier cet impératif absolu avec la nécessité de réindustrialisation? Comment pouvoir investir pour accueillir les entreprises, parce que ce n'est pas seulement l'aménagement des zones, comme le disait à l'instant Alain Chrétien, c'est le développement des capacités de formation sur le terrain, parce que si nous ne sommes pas en capacité de former
nous n'attirerons pas forcément les entreprises. Comment accueillir les nouveaux entrants? Comment faire en sorte que nos écoles aient des classes supplémentaires s'il y a création d'emplois importants? Bref, les communes sont au cœur du dispositif, même si la compétence économique est une compétence obligatoire des intercommunalités. Donc comment faisons-nous travailler ensemble et les communes et les intercommunalités alors que nous avons des impératifs qui nous sont assénés à la fois en termes de limitation de la capacité d'occupation de l'espace et en termes de financement? Ce sont, me semble-t-il, les problématiques qui seront au cœur de nos débats maintenant. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du débat avec Isabelle Le Callennec. Est-ce que vous avez un micro? Donc, vous avez un territoire très dynamique. On cite souvent votre taux de chômage qui suscite beaucoup d'envieux, aux alentours de 3,5, je crois, 3,5, 3,7. Beaucoup d'entreprises industrielles. Donc, malgré ce constat, dans le contexte actuel, vous êtes assez inquiète. Je pense que vous allez reparler du ZAN. De toute façon, ce terme d'injonction contradictoire, je l'entends souvent, et d'élus de tout type de territoire. Alors, je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite ou après, mais par rapport au dispositif, on en aurait pu parler. C'est vrai que vous êtes labellisé territoire d'industrie là, depuis la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, je vous donne la parole. Oui, merci. Bonjour à chacune et chacun. Donc, moi, je suis maire de Vitré, 19 000 habitants aux portes de la Bretagne, présidente de Vitré Communauté, 83 000 habitants, 46 communes, avec un taux d'emploi dans l'industrie qui est de 40%, et ce, depuis des années. Donc, nous, on ne réindustrialise pas, on veut juste continuer à industrialiser notre territoire. Vous l'avez dit aussi, un territoire riche de ses salariés, puisque ce sont eux aujourd'hui qui sont le capital humain de nos entreprises, avec le 3e plus faible taux de chômage de France. Donc ça veut dire qu'on peut faire du plein emploi et de l'industrie. Pour ça, il faut aussi du plein logement, mais j'y reviendrai. Les facteurs clés de succès pour avoir soutenu l'industrie pendant des années, alors ce n'est pas moi, hein, c'était mon prédécesseur qui s'appelle Pierre Ménry, qui a travaillé pendant 40 ans, parce que la durabilité aussi d'un mandat fait qu'on peut faire des choses et qu'on obtient des résultats. Ça a été tout simplement d'offrir aux entreprises qui sont venues s'installer du foncier. On va y revenir, c'est une évidence. De travailler sur le logement des salariés. Là aussi, ça paraît une évidence. De proposer des salariés formés, d'où le travail que nous faisons avec la région. De proposer aussi une fiscalité modérée pour attirer les entreprises, donc avec quelques signaux faibles inquiétants aujourd'hui. Et tout cela avec la complicité des élus locaux. Nous avons même proposé pendant des années des industries clés en main, des bâtiments clés en main qui permettaient aux chefs d'entreprise d'arriver et de développer leur activité. Donc aujourd'hui, nous voulons tout simplement poursuivre dans cette dynamique. C'est une vraie richesse puisqu'on a un grand nombre de nos ménages qui sont biactifs. C'est un territoire, la Bretagne en général et notre territoire en particulier, qui se porte bien, y compris socialement, c'est important pour nous. Et donc aujourd'hui, oui, il y a quelques signaux qui nous inquiètent. Alors j'écoutais ce que disait Alain, je ne suis pas certaine que tous les élus aujourd'hui aient intérêt à attirer des entreprises et de l'industrie chez elles, parce que c'est aussi des difficultés de mobilité. Vous avez des associations maintenant qui s'opposent à l'implantation d'industries. Nous, en Bretagne, on doit faire très attention à la consommation de l'eau. Donc on a les DREAL et les DDTM qui regardent de très près les projets que nous pouvons avoir en nous disant est-ce que vous êtes sûr que vous aurez suffisamment de capacité d'eau pour les entreprises, puisque on s'est développé à partir de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors 40% des salariés qui travaillent dans l'industrie travaillent chez nous dans l'agroalimentaire, donc on doit effectivement concilier tout cela. On a un renchérissement immédiat du prix du foncier. Donc tout
coûte plus cher pour les entreprises. Nous, on aime quand elles peuvent améliorer leur compétitivité. Et aujourd'hui, entre le foncier, les demandes légitimes des salariés d'être augmentées et le besoin en termes de logement, là c'est pareil, hein, depuis des années, on construit, on rénove pour les salariés. On n'est pas dans une zone littorale où il y a ce type de besoin, mais on a besoin de loger les salariés. Et la crise du logement, je pense que les uns et les autres, vous la rencontrez sur votre territoire. Donc voilà, nous, on est un bon exemple d'un territoire pro-industrie qui s'inquiète quand même aujourd'hui de cet environnement qui devient plus vraiment favorable. Et j'en terminerai par là. L'activité économique dans une communauté d'agglomération, c'est ce qui nous rapporte plus du tiers de nos ressources financières. Et donc, avec la suppression de la CVAE, bonne nouvelle pour les entreprises, et encore une fois, ça a amélioré leur compétitivité, certes compensée, mais pas avec la même dynamique sur un territoire industriel que sur d'autres territoires. Donc aujourd'hui, oui, on a été compensé à l'euro près, comme il est convenu de le dire, mais on aura une moindre dynamique demain de nos ressources. Or, on doit assurer la mobilité des salariés, poursuivre donc nos investissements dans le logement. C'est ces signaux qui aujourd'hui nous inquiètent, alors que voilà, on est un territoire qui a prouvé qu'on pouvait être industriel, plein emploi, et avec des salariés qui trouvent effectivement les métiers qui leur conviennent. Vous me disiez que le problème pouvait se poser déjà aujourd'hui sur des projets d'extension. C'est vrai qu'André Léniel m'avait dit la même chose, et que même si les échéances a priori ne sont pas dès aujourd'hui, que déjà ça bloque. Bien sûr. Alors là, je vais revenir sur cette question du zéro artificialisation nette. Je vais prendre notre exemple. On a consommé un peu moins de 500 hectares entre 2011 et 2021. Si on divise par 2, ça fait 250. En région Bretagne, la région Bretagne a décidé en fait de se répartir, je ne vais pas dire la pénurie, mais de se répartir ce à quoi elle pouvait prétendre. C'est 9000 hectares pour la Bretagne. Donc c'est même pas 250 auxquels on peut prétendre, c'est 227. Et quand je dis ça, on va travailler sur la sobriété foncière. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on nous dise, vous, Vitré Communauté, c'est 227 hectares, ni plus ni moins. Et sans faire de prospection, en ne comptabilisant que les projets des entreprises et de l'habitat, puisqu'il faut aussi de l'habitat, on les aura consommés dans les 5 ans qui viennent. Et moi, je ne me vois pas, et je n'ai pas été élue pour dire à des entreprises qui sont présentes sur notre territoire, qui développent des marchés, qui exportent. Parce qu'hier, il y avait une de nos entreprises qui était reçue à l'Élysée, elle exporte, elle veut s'étendre. Je n'ai pas été élue pour lui dire non, ça ne va pas être possible, parce que vous allez consommer beaucoup trop par rapport à ce qui va nous rester. Et j'observe de plus en plus des présidents d'interco qui vont devoir arbitrer entre le développement économique et l'habitat. Et ça, c'est pareil, on n'a pas été élu pour ça, ça va ensemble. Donc moi, j'espère qu'il va y avoir une évolution de cette fameuse loi, tout simplement pour répondre aux besoins et être, président David Lisnard le dit souvent, dans le bon sens, être de bon sens. Voilà, nous, on est élus pour ça. Et encore une fois, mais j'avais eu l'occasion de vous le dire, monsieur le ministre, attention aussi à tout ce qui est recours. On a beaucoup de recours, et notamment d'associations dites environnementales, qui refusent en effet qu'il y ait des zones industrielles qui se développent, pour tout un tas de raisons. Et donc on est opposé à ces associations qui sont puissantes. Je citerai un exemple et je m'en arrêterai là. Nous avions un projet d'une entreprise qui s'appelle Bridor, qui est un fleuron de nos industries bretonnes, un breton, Léonard, très attaché à sa région, qui avait un projet dans la périphérie rennaise, d'une entreprise qui aurait créé 500 emplois, recours sur recours, des autorisations données par les services de l'État, mais des recours qui ne se terminaient pas, et il a décidé à un moment donné de dire stop. Ça faisait 4 ans qu'il était en train de discuter pour implanter son entreprise. Donc il a développé un peu plus au Portugal et il a investi 50 millions en Normandie.
Voilà, donc inutile de vous dire que c'est pour la Bretagne un exemple de ce qui peut se passer. Et pour moi, assez inquiétant parce que il y a quand même, quand on veut industrialiser ou réindustrialiser, beaucoup de contraintes et beaucoup de freins. Là où des élus qui veulent bien, parce que tout le monde ne veut pas forcément, je pense Alain, mais des élus qui veulent bien ne sont pas forcément encouragés et soutenus pour cela. Voilà. Merci, surtout que je pense que l'exemple que vous citez de cette nature-là n'est pas isolé. Bon. Second intervenant, Bruno Bernard, donc président de la métropole de Lyon. Contexte assez différent, parce que vous avez une des plus importantes zones industrielles en France, avec cette vallée de la chimie que tout le monde connaît. Donc, sur le Grand Lyon, vous avez vraiment une stratégie d'accueil, évidemment, des entreprises, mais une stratégie spécifique pour les accompagner à la transformation et à la décarbonation. Bonjour à toutes et à tous. En effet, la métropole de Lyon a des spécificités. Nous n'avons plus le statut d'intercommunalité, mais de collectivité territoriale à statut particulier élue au suffrage universel direct, 1 400 000 habitants, répartis sur 59 communes, avec une industrie forte, vous l'avez dit, 80 000 emplois, une industrie très variée, qui a fait, par exemple, que le territoire était beaucoup plus résilient après la crise Covid que d'autres. Et donc l'intention sur laquelle nous avons, c'est d'avoir réaffirmé la place de l'industrie sur la métropole, de continuer à la développer, 2000 emplois créés récemment dans le domaine de l'industrie, tout en essayant d'être transparent et de diminuer les risques naturellement liés à ces activités. C'est essentiel pour que ce soit accepté pour la population. Et puis aujourd'hui, il n'est plus question, pour des questions d'emploi, d'accepter par exemple d'avoir des risques sur l'eau potable, des perfluorés rejetés dans le Rhône, ou des sujets comme cela. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel de trouver cet équilibre. Et donc notre première action, elle est foncière, puisque sur un territoire, et Madame l'a rappelé, le problème qu'on a, nous on a un petit peu choisi quand même sur les fonciers, puisqu'on a fait le choix d'arrêter les projets tertiaires. Alors il y en a qui continuent parce qu'ils étaient lancés, mais nous on a fait le choix de réserver nos fonciers pour le logement et pour le productif. Et donc, y compris d'expliquer à des entreprises qui avaient des fonciers productifs importants et qui voulaient les réduire pour les transformer en logement, en tertiaire et faire des plus-values, leur expliquer que ce n'était pas possible, que naturellement, on pouvait récupérer leurs fonciers si elles avaient des soucis économiques, mais pour refaire du productif. Donc, on a une action sur le foncier productif fort. Il faut garder nos fonciers productifs. Nous, on n'a pas de toute façon de volonté d'aller construire sur des terres naturelles, que ça soit du logement ou autre. On est déjà au-delà du ZAN dans nos objectifs politiques pour des questions environnementales, mais aussi d'acceptation de la population assez évidente. Donc on a besoin d'optimiser les fonciers. Et aujourd'hui, sur un foncier où parfois on n'avait qu'un industriel qui finalement n'occupe pas la totalité du foncier, il faut aujourd'hui naturellement arriver à mettre plus de monde, plus d'emplois sur des mêmes fonciers, réfléchir à la hauteur également sur le productif. Il y a encore beaucoup d'optimisation à faire. Et le choix qu'on fait sur un territoire qu'on peut qualifier encore d'hyper attractif pour l'industrie ou pour l'économie, c'est que les projets qu'on accompagne sur l'industrie, qui sont nombreux, on les accompagne selon des critères qui représentent un plus pour le territoire. En termes d'emploi, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi en termes de relations avec les chaînes de valeur des autres industriels et de déboucher des productions. Quel intérêt pour nous d'accueillir une entreprise qui, par exemple, aurait des débouchés qui ne sont pas sur la grande aire lyonnaise? Prioritairement, on va plutôt travailler avec cela. Prioritairement, on va plutôt regarder dans les maillons industriels où on est fort, qu'est-ce qui manque comme briques pour soutenir ça. Donc c'est un vrai choix de soutien à l'industrie, mais de soutien sélectif. Et puis, dire quand même que dans les difficultés qu'on a, parce que jamais les planètes ont été autant alignées pour défendre l'industrie en France et en Europe. Il faut s'en féliciter, que ce soit des collectivités locales, du gouvernement, et c'est transpartisan. Il n'y a pas aujourd'hui un parti politique pour dire qu'il ne faudrait pas réindustrialiser. Unanimité sur le sujet. Voilà. Ouais. Et donc quand même, il faut aller au bout de la démarche. Parce qu'aujourd'hui, on supprime la CVAE, ça a été dit. Donc finalement, les collectivités locales n'auront pas de recettes supplémentaires en accueillant des industriels. Ça représente un risque. On le supprime pour une question de compétitivité. Mais une compétitivité, de toute façon, qu'on n'arrivera pas à gagner sur d'autres parties du monde, me semble-t-il, monsieur le ministre. Et donc, si on va aller au bout de la réflexion, il faut quand même protéger nos frontières. Si on veut pousser nos industriels à respecter plus les normes environnementales, et c'est indispensable, je le redis,
Il faut naturellement qu'ils puissent produire et être compétitifs. Et je ne peux pas dire à Arkema, vos PFAS, c'est une catastrophe, j'en veux plus, foutez le camp, si je caricature. Si, de toute façon, ils peuvent produire ou les produits peuvent être faits ailleurs à des prix plus bas. Et donc, on a besoin aujourd'hui de faire un vrai choix stratégique européen. Veut-on protéger nos frontières et assumer qu'on va moins exporter, parce que c'est quand même probablement la conséquence. Et ça, c'est un vrai débat qui doit être tranché, vraiment, qui me paraît important. Et dernier sujet pour finir un coup, oui. On a un autre débat, c'est pour savoir où est-ce qu'on installe qui. Il y a la question du logement. Nous, de toute façon, on n'arrive plus à recruter. Nos entreprises ont du mal à recruter parce qu'on n'arrive pas à se loger et qu'on est déjà très nombreux. Alors, on va continuer, comme je l'ai dit, à accueillir. Mais on a besoin de refaire de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire qu'on ne fait plus en France depuis très longtemps, il faut s'y remettre avec les collectivités locales, mais y compris en termes de filière industrielle. Quand je vois que tout le monde finalement veut faire de l'hydrogène, elle est bien sérieux. Je ne fais pas le débat sur l'hydrogène de fond, mais on a quand même besoin de prioriser, y compris géographiquement, des choses et d'avoir un travail au niveau national, monsieur le ministre, là-dessus. Merci beaucoup. C'est vrai que vous en avez dit quelques mots, mais rapidement, sur la stratégie que vous avez par rapport aux entreprises. Parce que je sais qu'il y a différents dispositifs mis en place, donc c'est quelque chose d'assez poussé chez vous. Peut-être quelques mots là-dessus. Oui, on a par exemple l'outil Quel Impact qui est un outil gratuit numérique qui profite à nos entreprises, mais à toutes celles qui souhaitent l'utiliser. C'est 850 entreprises qui ont pu mesurer leur impact environnemental, sociétal, prendre conscience des faiblesses qu'elles avaient ou des forces pour s'améliorer par exemple. On a aussi un pacte pour l'impact qui est signé par la plupart des industriels de la métropole de Lyon pour les accompagner à la décarbonation. Le sujet est essentiel, notamment d'ailleurs entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert pour les industriels qui est une priorité et sur beaucoup de sujets. Donc on est très dynamique sur la vallée de la chimie et au-delà, en plus du travail foncier que l'on mène pour accompagner ces entreprises vers la décarbonation qui est naturellement un objectif, mais je pense qu'il est partout le cas. Alors, je ne sais pas si on est plus en avance ou plus volontaire, mais en tout cas, c'est partout le cas. Mais j'avais préféré insister en effet sur les enjeux plus européens et français qui me semblent aujourd'hui au cœur du sujet. Merci beaucoup, Guillaume Guérin, donc président de Limoges Métropole. Peut-être déjà quelques mots sur la configuration de votre territoire, parce qu'on parle beaucoup de foncier. C'est vrai qu'il vous en reste un peu, mais pas beaucoup. J'ai cru comprendre, surtout sur les grandes surfaces. Oui, contrairement à l'image d'Épinal, il ne nous en reste pas tant que ça. Nous sommes une ancienne capitale régionale, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais pour accueillir des entreprises, il vous faut deux leviers. Un levier financier, Isabelle l'a dit, ça nécessite des coûts de structure importants sur le transport, sur l'aménagement. Tous les territoires n'ont plus la capacité de le faire, premièrement. Et deuxièmement, il vous faut du foncier disponible. Et malheureusement, le foncier va devenir une denrée rare, pas aussi rare que l'eau, monsieur le ministre, mais bientôt très rare. Et le ZAN ne va pas faciliter la vie des collectivités. Aujourd'hui, on vous demande de consommer moins. Tout le monde s'entend sur la notion de sobriété foncière. On a été un petit peu heurté avec cet acronyme ZAN, parce que la notion de zéro était quand même un petit peu brutale à entendre pour la plupart des maires. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut tendre vers la sobriété foncière. Mais attention à ne pas mettre en péril l'aménagement du territoire. Moi, si demain matin, je dois faire un choix entre l'accueil d'entreprise et l'habitat, je ferai le choix de l'accueil d'entreprise, parce que j'en ai besoin. La réforme territoriale m'a supprimé de l'emploi, la perte de l'armée 3 ans avant aussi, donc j'ai besoin de recréer de la richesse sur ce territoire. Et donc la priorité sera donnée à l'accueil d'entreprises. Mais encore faut-il qu'on ait la capacité d'avoir du foncier pour accueillir ces entreprises. Moi, j'ai un cas d'espèce extrêmement précis, je ne citerai pas le nom de l'entreprise en question, mais c'est de l'industrie. Elle crée potentiellement 90 emplois de plus que ce qu'elle a déjà, elle en a 150. Travaille dans la literie. Je n'ai pas de foncier disponible. Il lui faut 14 hectares d'une seule parcelle. Je ne les ai pas. Et demain, avec la mise en application du ZAN, je les aurai encore moins. Donc ça, il faut prendre en considération tout ça, monsieur le ministre, entendre les remontées qui sont faites de la part des élus sur ces sujets-là. Le label territoire d'industrie, nous avons été éligibles à ce label. C'est un label qu'il faut saluer. Il est louable. On a ouvert le périmètre en ce qui nous concerne. On a été au-delà de la communauté urbaine de Limoges puisqu'on s'est adossé à 5 autres PCI pour pouvoir être labellisé. Mais attention à bien prendre en considération le fait que même dans des territoires périphériques de province, la question de la raréfication du foncier est réelle. Et donc les choix que l'on va faire, ça se fera forcément au détriment d'autres choses. Et puis sur le levier fiscal, levier financier pour y revenir, le gouvernement a fait le choix de nous supprimer la CVAE. Alors ma collègue Isabelle, elle a beaucoup de chance. Ça a été compensé
à l'euro près cette année chez elles. Mais, monsieur le ministre, il manque 750 millions d'euros pour les collectivités territoriales suite à la suppression de la CVAE. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On est très loin de la compensation à l'euro près. Donc vous nous mettez une compensation par une fraction de TVA, dont acte. Déjà, il y a une dissension du lien entre l'entreprise et son territoire d'accueil. Ça, c'est quand même une petite problématique réelle, parce que jusque-là, la CVAE permettait d'avoir un lien entre l'entreprise et le territoire d'accueil. Ça permettait aux élus d'engager des politiques publiques favorables à l'accueil des boîtes. Là, demain, c'est une taxe nationale qui va compenser la CVAE, mais le manque à gagner à l'échelle nationale, il est encore bien présent. Tu as beaucoup de chance, Isabelle. Moi, sur mon territoire, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, je pense qu'il y a 2-3 choses en termes de trajectoire qu'il convient de corriger, mais monsieur le ministre, on compte sur vous pour faire ça. Merci. Peut-être encore un mot, vous me parliez d'une stratégie industrielle complémentaire avec de la communauté urbaine, avec les territoires ruraux, les autres intercos. Alors ça recoupe peut-être l'échelle de territoire d'industrie dont vous parliez à l'instant. Et vous insistiez sur le besoin de ce type de stratégie. Et vous me disiez, attention à une France à 2 vitesses, avec des intercos qui sont en manque d'ingénierie, effectivement, qui sont limités dans d'éventuels projets, et une interco plus importante, mieux dotée. Oui, enfin, on ne va pas refaire la table ronde du ZAN que j'avais l'honneur de co-animer ce matin, où 300 personnes n'ont pas pu rentrer, parce qu'il y a une vraie inquiétude des élus locaux, que ce soit des présidents d'interco ou des maires, sur la mise en application du dispositif. Mais oui, il y a une fracture. Enfin, je veux dire, personne ne le nie. Vous avez les territoires urbanisés qui, comme moi, petit territoire urbanisé, a la technostructure nécessaire. 200 000 habitants, on a la masse critique en termes d'administration pour pouvoir répondre aux AMI, aux appels à projets, pour pouvoir anticiper le ZAN et ses j'allais dire ses écueils, c'est-à-dire reconstruire dans l'ancien, un peu moins d'étalement urbain. Ça, on sait faire. On a tous les jours l'établissement public foncier de la région en ligne. On a des agences d'urbanisme qui travaillent pour nous. Mais ce que demandent les maires au fin fond des territoires, c'est de l'ingénierie. Moi, je n'ai pas connu un maire qui m'a dit « je suis contre la sobriété foncière ». J'en ai pas croisé un. J'ai fait 18 départements où j'ai représenté le président dans des années. Il n'y a pas un maire qui vous dit on est contre la limitation de la consommation de l'espace. Personne ne vous dit ça. On vous dit juste on sera légaliste, parce qu'il n'y a rien de plus légaliste qu'un maire. En revanche, donnez-nous les moyens de respecter la loi. Aujourd'hui, vous allez créer une France fracturée entre ceux qui auront les capacités de répondre à ce dispositif et ceux qui ne les auront pas. Et la grosse difficulté, elle est devant nous. Aujourd'hui, il y a une vraie incertitude de la mise en application du ZAN et de sa conformité au principe de réalité des territoires. Donc oui, on a ça chez nous, mais on a ça partout. Merci. Alain Chrétien, peut-être quelques mots sur déjà ce qui a pu se dire sur cette question donc, du foncier. On a à peine abordé les friches, effectivement, qui peuvent être une solution, mais certains territoires... chez Isabelle Le Callennec, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a plus. Le coût que ça a. Et peut-être un message aussi peut-être plus positif sur le fait que vous me disiez, c'est peut-être le moment de stocker, si je puis dire, du foncier. Oui, il y a un message plus positif, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup d'inquiétudes de la part de nos collègues, alors que l'objectif est quand même positif. Et que, si j'ai bien compris les chiffres, la tendance commence à se réaliser. C'est que la France, à nouveau, crée plus d'emplois industriels qu'elle en a détruits. Donc la tendance est en train de s'inverser. Il s'agit justement d'accompagner cette tendance, ces inquiétudes financières, le lien entre la collectivité et le développement économique. Il est essentiel. Il faut qu'on réfléchisse, et André est un expert là-dessus, sur une fiscalité locale totalement repensée qui soit aussi motivante pour que les entreprises, que les collectivités accueillent des entreprises, pour que ce ne soit pas simplement des sources de nuisances. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, il y en a quelques-uns qui n'en veulent pas, mais en tout cas, je sens beaucoup d'inquiétude chez les élus sur cette affaire, alors que ça devrait susciter des espoirs extrêmement importants d'arriver à ces 5% de chômage dans quelques années. Donc, je crois qu'il faut qu'on positive tout ça et que ce soit un objectif, une ambition commune, que de faire de l'industrie le poumon de la valeur ajoutée de la France des années 2030. Et ça devrait être une ambition collective, sans ignorer tous ces problèmes de
pénurie de foncier, aide fiscalité. Moi, il y a un autre sujet, alors ils auraient pu être là autour de la table aujourd'hui, c'est les architectes, c'est les concepteurs. Il va falloir aussi qu'on commence à réfléchir à l'usine à étages, comme on la connaissait au 19e siècle, sans les fumées et sans les cheminées. Et là aussi, je pense que les architectes doivent phosphorer dès maintenant, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de tartiner en horizontal, de faire des grandes dalles béton, de poser les machines-outils ou de poser les racks dessus sur des kilomètres, surtout pour la logistique notamment. Donc comment on réinvente aussi l'industrie du 21e siècle, c'est aussi comment on la met en étage, éventuellement dans des zones déjà urbanisées, avec le risque justement des problèmes de voisinage, parce que là aussi il faut qu'on assume, tout comme on doit assumer de faire des immeubles en hauteur à côté des voisins, et je comprends leur inquiétude, et il faut aussi qu'on assume de remettre de l'entreprise dans nos cœurs de ville. À Saint-Dié, allez voir à Saint-Dié, notre collègue de Saint-Dié a refait une entreprise textile en plein milieu de sa ville, sans nuisance, sans rien. Donc il y a aussi un process industriel qui doit être révolutionné. Les concepteurs, les architectes doivent aussi travailler sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas que nous qui devons faire des efforts d'imagination et de contraintes, il y a aussi les entrepreneurs et les architectes qui doivent nous accompagner dans cette tendance. Bruno Bernard, vous vouliez ajouter un mot? Oui, J'imagine une réaction à ce que vous avez entendu. Notamment ce que disait le président de Limoges Métropole, avec un exemple très concret d'une entreprise qui veut 14 hectares pour s'agrandir et vous ne les trouvez pas. Et c'est là où, enfin, en tout cas, nous, sur la métropole, on n'est plus capable, clairement, les peu d'hectares qu'on a, si jamais on acceptera un projet de 14 hectares pour créer 90 emplois. On avait un projet d'un grand industriel français dans la vallée de la chimie sur 14,5 hectares. Et en PPRT. Donc en plus, on n'a que 40 à 50 000 m² de SDP constructibles. Projet qui finalement, indépendamment de notre volonté, ne peut pas se faire, qui prévoyait 250 emplois. On en fait une opportunité pour créer une zone d'activité avec des incubateurs où on estime qu'on va pouvoir accueillir 15 à 20 entreprises et faire 750 à 1000 emplois. Donc l'optimisation du foncier et la sobriété, ça passe aussi de conditionner ceux qu'on accompagne à des industriels qui le prennent en compte. On ne peut plus aujourd'hui, en tout cas sur la métropole de Lyon, je ne connais pas tous les territoires, mais sur me semble-t-il, les centres urbains importants, faire des projets industriels qui ont des surfaces énormes avec peu d'emplois. Donc là, je reviens au réaménagement du territoire. Mais c'est bien ça le sujet, la sobriété foncière et la question du ZAN. C'est vraiment le sujet, il faut le traiter. Donc on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 10, 20 ou 30 ans, où le foncier avait peut-être pas de valeur, aller bouffer les terres agricoles petit à petit ou des terres naturelles. Pour cela, oui, on a besoin d'industrie, mais pas n'importe comment, et il faut bien le sélectionner. Merci. Je me tourne vers vous, Roland Lescure. Vous avez entendu déjà pas mal de choses. Peut-être une première réaction. En fait, j'en ai pas mal, donc je vais essayer de faire bref, mais j'espère un peu dense. D'abord, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a autour de la table des représentants de différents territoires, de différentes couleurs politiques et de différentes tailles d'agglomération. Je pense qu'Issoudun, il doit y avoir 11 000 habitants, un peu plus 12 000, pardon. Et à votre droite, il y en a 1 500 000 dans la métropole. Donc on voit bien que, en tout cas, l'industrie peut-être intéresse pas tout le monde, mais intéresse des élus partout. Et moi, depuis 1 an et demi que je suis en charge de l'industrie, je le vois tous les jours. C'est-à-dire que quand il s'agit... Il y a 2 facettes dans mon job. Il y a une facette lumineuse, on crée des gigafactories où on installe des usines, puis il y a une facette un peu plus sombre qui est qu'on aide des entreprises en difficulté, qu'on essaye de redresser. Et dans ces 2 facettes de mon job, j'ai jamais eu un débat d'opposition stérile dans un sens ou dans l'autre avec un élu local, et notamment avec un maire ou un président de PCI. C'est-à-dire qu'on est tous alignés. Il n'y a pas de couleur de maillot. Il y a parfois des sensibilités un peu différentes sur l'écologie, sur l'aménagement du territoire, sur la priorité logement-industrie, mais on est tous alignés là-dessus. Et pourquoi on est alignés? Parce qu'on a enfin compris à tous les étages que la désindustrialisation, ce n'était pas juste un problème pour l'industrie, c'est un problème pour tout le reste. Parce que quand vous perdez un emploi industriel, vous en perdez 3 ou 4 autour, dans les services publics, dans la santé, dans les infrastructures, dans les services. Et donc cette révolution culturelle, moi j'appelle ça vraiment une révolution culturelle, qui est maintenant on est tous alignés pour industrialiser, je dirais, elle est là. On a en plus une révolution industrielle, c'est la transition écologique, c'est la lutte contre le réchauffement climatique qu'on doit transformer en opportunité.
C'est-à-dire que les gigafactories de batteries, les pompes à chaleur, etc., évidemment, ce sont des nouvelles industries, on a parlé d'hydrogène aussi, qui permettent de créer de l'emploi et qui permettent de décarboner. Donc ce n'est pas la double peine, là, c'est le double gain. Et donc on a cette révolution industrielle, on a des élus qui sont alignés, et donc il faut qu'on accélère. Et là, je rejoins Alain Chrétien, pour moi, le maire n'est jamais un frein, et plutôt toujours un accélérateur. Ils sont prêts, elles sont prêtes à nous aider. Alors le nerf de la guerre, c'est quoi? Il y a un certain nombre de nerfs de la guerre qui dépendent de l'État, il faut le dire. Il faudra de l'électricité, beaucoup, décarboner, beaucoup, à des prix pas trop élevés, beaucoup. Il faudra des stratégies nationales, et ça a été dit par un certain nombre d'entre vous, parce que l'hydrogène, c'est forcément une stratégie nationale, c'est une nouvelle infrastructure du 21e siècle. Quand on tirait des câbles à haute tension dans les années 60, on ne le faisait pas localement, on le faisait nationalement. Les nouveaux câbles à haute tension, c'est l'hydrogène, c'est la capture de carbone, c'est les réacteurs. Mais il y a beaucoup de politique, et ça a été dit, le foncier, l'accompagnement de tout ce qui va autour du foncier industriel. Parce que je vais peut-être vous provoquer un peu, parce que je vois bien que dans certains territoires, le foncier industriel reste extrêmement rare. Mais le sujet, ce n'est pas le foncier industriel. Aujourd'hui, l'industrie, c'est 5% des terrains en France. Et si on réindustrialise, ce sera peut-être 7 à 8%. Donc on parle de 20 000 hectares. 20 000 hectares, ça se trouve. Évidemment, il y a des endroits où c'est contraignant. Le sujet, c'est que derrière ces 20 000 hectares de foncier industriel, il y a les crèches, ça a été dit, il y a les logements, donc il y a tout le reste qui va autour. Mais sur l'industrie, vous savez qu'on a, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous avez poussé ça au Sénat dans le cadre de la fameuse PPL ZAN, extrait 13 500 hectares d'exception qui ne seront pas concernés par le ZAN. Et on est en train de finaliser les chiffres, mais à mon avis, on en aura au moins 3 000 qui seront réservés à l'industrie. Donc sur le foncier industriel, le vrai défi, c'est comment on finance la dépollution, comment on finance tout ce qui va autour. Et là, on a un plan, comme je dis. D'abord, on a un chéquier, 1 milliard d'euros à ma droite, que la Banque de territoire s'engage pour accompagner la réhabilitation d'un certain nombre de terrains. On a un dispositif qui s'appelle 50 sites clés en main, qu'on a annoncé au congrès d'Interco il y a quelques semaines, auquel vous pouvez candidater, qui vise à identifier 50 sites qui, au total, feront 2000 hectares. Donc, on va avoir besoin de 20 000 hectares industriels. Il y en a 2000 déjà qu'on est prêt à vous accompagner pour les rendre littéralement clés en main. Des 5 hectares, des 100 hectares. Je dirais la candidature est ouverte, la compétition est ouverte. Et d'ici la fin de l'année... Et de toute taille? De 5 à 150. Donc, ça peut être des grands, des petits, des moyens. Mais ce qu'on souhaite vraiment, il y en aura au moins un par région, il y en aura un au moins dans les territoires d'outre-mer, ce qu'on souhaite que ce soit partout, c'est qu'on puisse accompagner avec la Banque des territoires des sites pour que quand un industriel vient nous voir, qu'il soit chez vous ou qu'il vienne de l'international, on puisse lui dire ce site il existe et il est littéralement clé en main, il y a de l'électricité, il est dépollué, il est prêt à l'emploi, les permis sont accélérés, etc. On a vu avec les élus locaux pour que le permis de construire soit rapide, etc. Donc vraiment, on est dans une phase de simplification. Alors, est-ce que toutes les contraintes disparaissent? Non. Il y a des coins particuliers dans lesquels je comprends bien que quand il n'y a plus d'espace, on a du mal à le trouver. Et là, il va falloir faire preuve de créativité. Il y a un enjeu de financement. Et moi, j'entends la critique sur la CVAE. Vous entendez tous, parce que vous l'avez entendu pendant des années, le fait que les impôts de production, c'était les impôts les plus pervers du monde, qu'on en avait 7 fois plus qu'en Allemagne, et qu'un industriel qui posait une pierre avant même d'avoir construit son usine, il commençait à payer de l'impôt. Et ensuite, dès qu'il produisait un objet, il commençait aussi à payer de l'impôt avant de gagner de l'argent. Donc les impôts de production, il fallait les supprimer. On a compensé, je pense vraiment à l'euro près. Donc j'aimerais savoir d'où viennent ces 750 millions. On en parlera peut-être tous les deux après, parce qu'au niveau de la CVAE, comme au niveau de la taxe d'habitation, en euros, en tout cas, on a été rendez-vous. Le vrai défi, et ça a été dit par tous, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'euros. C'est une histoire de dynamique. Est-ce que les élus ont un intérêt à avoir une usine aujourd'hui? Ceux qui aiment l'industrie et qui savent que derrière un emploi industriel, il y a 3 emplois induits, oui, ils le font parce qu'ils savent que même s'ils n'ont plus la ressource fiscale, l'intendance va suivre, si je puis dire. Mais il n'y a plus cette incitation inhérente à la CVAE qui faisait que des emplois industriels, c'est des recettes fiscales. Et ça fait partie des réflexions qu'on doit mener. Éric Woerth a été missionné par le président de la République pour réfléchir à une nouvelle phase
de déconcentration, décentralisation, ça fait partie de ces réflexions. Moi, j'ai discuté avec lui récemment. Il faut qu'on s'inspire de choses qui existent ailleurs, dans des pays qui sont plus déconcentrés que nous. Il faut le dire, il y en a, l'Allemagne, le Canada ou autres. Donc, même sur ces histoires de fiscalité qui ne dépendent pas du ministre de l'Industrie, je ne veux pas me défausser, mais quand même, il faut qu'on réfléchisse pour que ces incitations restent présentes. Mais enfin, vous le savez, les industriels, vous en parlez tous les jours, quoi. La CVAE, ça m'empêche de produire plutôt que ça m'y incite. Dernier point sur les recours, parce que c'est essentiel. Et là aussi, dans le projet de loi Industrie verte, on a voté des choses pour limiter les recours abusifs. Quand une industrie s'installe, il faut que l'acceptabilité de l'usine soit quand même assez forte. Et donc, il faut des enquêtes publiques, il faut que les citoyens soient consultés, il faut que les associations, éventuellement, qui s'y opposent, puissent faire des recours. Il faut assurer deux choses. La première, c'est que tout ça aille vite. Donc on a raccourci les délais, on a parallélisé les études de manière à ce qu'on ne limite pas la capacité des citoyens à poser des questions, mais on fait ça plus vite. Et deux, que les recours abusifs, eux, soient sanctionnés. Et ça aussi, on a accru les sanctions pour que un recours, oui, 3 recours, bonjour les dégâts, c'est peut-être pas indispensable. Et l'exemple que vous mentionnez de Bridor est un exemple un peu symptomatique. Dire, on avait regardé tous les recours, il les aurait gagnés. Mais effectivement, au prix d'un délai qu'il a jugé inacceptable, et franchement, je ne lui jette pas la pierre, je le comprends. Je ne sais pas si vous pouvez rester encore un peu avec nous. Je crois que vous avez d'autres rendez-vous, parce qu'on va commencer à prendre des questions avec la salle. Il va falloir que je file apparemment, mais oui. Je reste au Salon des maires, hein, donc je ne vais pas très loin, hein, mais on va parler de décarbonation. D'accord. Donc la première personne de la salle, oui. André Léniel. Exactement. S'il faut, je vais aller m'asseoir dans la salle pour être la première question de la salle. Mais je viens d'entendre un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas forcément totalement d'accord, Monsieur le Ministre. Et c'est une litote. D'abord sur l'accélération des procédures. Moi, je vais vous citer un cas. Je suis probablement le plus petit territoire d'industrie. Mais quand on compare proportionnellement aux emplois, je suis dans les 10 premiers en pourcentage. Donc je suis un territoire d'industrie, mais dans une zone rurale. Bien entendu, je n'ai pas les mêmes problématiques que le président de la métropole de Lyon. Lui, son problème, c'est de gérer la croissance. Dans un département comme l'Indre, mon problème, c'est de gérer la pénurie. Donc, il faut déjà regarder quelle est la situation de chacun sur le territoire. Alors, je ne parlerai pas d'aménagement du territoire. J'ai été 3 ans ministre en charge de ce domaine. Mais comme il n'y en a plus vraiment, ça serait un discours sans intérêt aujourd'hui, en espérant que ça redeviendra un discours porté nationalement. Mais j'ai actuellement... Donc là, je vais parler concrètement de ma modeste communauté de communes. J'ai 3 entreprises qui veulent du foncier. 2 industrialisations et 1 extension. Évidemment, qu'est-ce qu'on me dit immédiatement? Ah mais attendez, il faut que vous révisiez votre PLUI et votre SCOT. Et en plus, on me dit, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ce truc, ce machin que j'ai découvert, la MRAE. Alors il paraît que ça, c'est les 4 saisons, n'est-ce pas? C'est la mission régionale d'aménagement environnemental. Oui, vous voyez, je me le suis fait noter parce que c'est un truc barbare qui m'est tombé dessus. On me dit, ah, mais attendez, vous ne pouvez plus toucher un seul hectare chez vous avant que nous ayons fait la mission. Et on me dit que c'est 4 saisons, c'est-à-dire 1 an. Vous imaginez que les 3 entreprises qui sont concernées, oh, moi c'est des échelons modestes, hein, c'est 21 hectares pour 3 entreprises. Bien, l'une, celle qu'on voudrait étendre, est quand même un leader mondial, accessoirement. Mais ça compte pas beaucoup quand c'est en province. Non, mais c'est la boutade, monsieur le ministre. Juste là, non mais attendez, je n'ai pas terminé. Non, je sais, mais j'ai fait 120 déplacements depuis 18 mois, j'en ai pas fait beaucoup en région parisienne, hein, parce que je crois, comme vous, que l'industrie, c'est dans les territoires qu'elle va se faire. Donc alors, là-dessus, je réagis. Et je ne suis pas allé à Issoudun encore, c'est vrai, je note. Voilà, mais vous êtes bienvenus, on a juste 2 leaders mondiaux. C'est Vuitton et le premier fabricant mondial de sièges d'avion qui est Safran. Donc on peut parler d'industrie dans une petite ville comme la mienne et un petit territoire. Remporté un très beau contrat avec Emirates récemment. Je confirme. Je suis ça de très près, vous vous en doutez. Bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, rentrez chez vous? Ouais. Ben si. Vous croyez qu'ils vont attendre 1 an de MRAE, 2 ans de révision du SCOT et du PLUI? Enfin, c'est une plaisanterie. Ils ne vont pas rester. Ben, j'ai saisi mon préfet, on est en train d'y travailler, on va essayer de trouver les solutions.
je ne dis pas que c'est désespéré, j'attire l'attention sur le fait que dès aujourd'hui, on nous impose des règles qui théoriquement sont anticipées sur le ZAN et qui nous mettent en difficulté. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je ne peux pas vous laisser dire que nous avons été compensés à l'euro près en ce qui concerne la CVAE. Ce n'est pas vrai. Ce sont 765 millions qui ont été déduits de la compensation. Et ces 765 millions, bien entendu, auraient dû arriver dans certains territoires. En tant que président du comité des finances locales, je vais prendre mon autre casquette. Ça fait quasiment un an, c'est-à-dire depuis qu'on a annoncé la révision de la CVAE, sa suppression plus exactement, enfin en tout cas la suppression pour les collectivités locales, puisque pour les entreprises, elles continuent à générer des produits pour l'État. Or, ces 765 millions, j'ai demandé au ministre des Comptes publics, lorsque je l'ai reçu devant le comité des finances locales, qu'on rebase les compensations en intégrant les 765 millions qu'on nous avait squeezés. La réponse du ministre a été sans équivoque, c'est non. Ça veut dire que nous avons été, entre guillemets, spoliés de 765 millions, ou en tout cas, ça a été redistribué ailleurs que là où ça avait été perçu par l'État, puisque bien entendu la CVAE était perçue fin 2022 pour être redistribuée en 2023. Et la somme qui a été perçue par l'État en 2022 n'a pas été redonnée à ceux qui étaient les générateurs, bien entendu, de cette cotisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté, j'allais dire, qu'on comprend. On partage tous la nécessité de maîtriser le foncier, sauf que la maîtrise du foncier n'est pas la même dans une zone totalement dense, comme l'est la métropole lyonnaise par exemple, et une zone, j'allais dire pour l'essentiel, très libre, très étendue, comme l'est un département comme le mien. Donc, nous sommes pris entre la contrainte et avec les prix qui augmentent de manière faramineuse et accélérée en matière de foncier, et d'autre part, l'absolu manque d'intérêt financier, puisque nous n'avons plus de retour financier en ce qui concerne l'industrialisation. Bien. Et vous nous dites, oui, mais il y aura le retour parce que vous aurez des élèves dans vos écoles. Non, ce sont des coûts. Bien entendu qu'on a un intérêt, j'allais dire humain, mais on n'a pas de retour financier. Et dans l'état de pénurie financière qui est celui des collectivités territoriales au moment où je m'exprime, ça risque d'être un frein brutal à la capacité de réindustrialisation de nos territoires. Voilà quelle est la réalité de la situation telle que nous la constatons dans une ville comme la mienne, parce que là aussi on me dit que c'est à l'échelon intercommunal, sauf que c'est ma ville qui porte tout. Bien, donc je veux bien qu'on me mette tout à l'échelon intercommunal, j'y vois pas d'inconvénient, je préside aussi l'intercommunalité, mais ça n'est pas ni logique ni raisonnable. Sophie Gauguin, vous vouliez aussi réagir? Oui, parce que c'est intéressant d'être à la fois maire et vice-président dans sa communauté de communes, qui est une petite communauté de communes, et vice-présidente d'une région qui est, en termes de PIB, la plus grande région industrielle de France, avec des défis à la fois énergétiques et logistiques et maritimes et portuaires, dans un contexte européen. Donc tout ce qu'on se dit là, je le partage et j'en fais même une force dans ma capacité à discuter avec les territoires pour trouver des solutions de façon pragmatique compte tenu de toutes les contraintes qu'on vient d'évoquer. Parce que la France, en matière économique, c'est 80% dans les territoires des PME et des TPE. Et que l'on soit maire ou président ou présidente d'intercom, eh bien, nous avons ce souci de pouvoir le pérenniser. Parce que j'entends très bien les besoins de stratégie que vous évoquez. La réalité, c'est qu'il en faut des stratégies françaises et européennes. Et avec le territoire d'industrie, on discute de cela. Il y a des appels à projets, chacun se positionne. Bon, il y a même une compétition qui peut être de plus en plus compliquée à gérer avec le ZAN, quand même, sur ces grands appels à projets. Mais globalement, sur le territoire, ce sont des TPE, des PME. La difficulté avec le zéro artificialisation nette, c'est que les règles du jeu nous ont été données après le début du coup de sifflet. C'est-à-dire que la loi a été votée en 2021 et que pendant 2 ans et demi, on ne nous a pas dit que le compteur avait commencé à tourner et on ne nous a pas dit dans quelles conditions il tournait. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on découvre avec des décrets successifs les règles d'application qui, in fine, va imposer aux maires de devoir faire un choix mortel, parce que quand on est maire, et chers collègues, merci d'être là avec nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est développer.
Ce qu'on aime, c'est développer et porter des projets. En fait, on va devoir arbitrer et expliquer à nos concitoyens l'arbitrage entre un intérêt public qui peut aller de la sécurité à l'enseignement, aux soins hospitaliers, au développement économique et, comment dirais-je, au logement qui est aujourd'hui. Voilà. Donc on se retrouve dans cette difficulté-là. Et monsieur le ministre, même quand on essaye d'être innovant dans les territoires, c'est-à-dire qu'en région Normandie, on a bâti un système sur le développement économique où on co-construit tout avec les EPCI. Depuis la façon dont on va aider les entreprises, depuis les stratégies. On en parlera après dans la Oui, mais excusez-moi, je n'ai pas abusé de mon temps de parole. Oui. On essaye de trouver des accords où on pourrait se redonner du foncier intelligemment quand un territoire ne le souhaite pas. Et même ça, juridiquement, c'est très compliqué à faire, même quand on en a envie. Merci. Mais on reviendra sur cette coopération entre la région et les intercos. Un petit mot, Roland Lescure. Un petit mot parce que je dois filer pour un événement sur les 50 sites qu'on va décarboner dans les 20 ans qui viennent avec les élus. Hein. Donc je pense que cette coopération est importante. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait, mais quand même, je veux dire, on est en train de renverser une tendance quasi séculaire, on est en train de réouvrir des usines, on est en train de réindustrialiser, on est en train de le faire en décarbonant. Oui, je suis désolé, on accélère les procédures, c'est peut-être pas assez rapide pour André Lédiel, mais j'ai entendu quand même ce qu'il a dit. J'en ai parlé avec mon préfet et on va trouver une solution. Moi, j'aime quand j'entends ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire que dans les territoires aussi, l'État et les élus travaillent ensemble pour trouver des solutions. Et ça, je m'en félicite. Nous, on est là pour essayer de trouver des solutions. Mais des solutions face à un monde un peu différent d'il y a 50 ans, où effectivement, il faut tenir compte des contraintes environnementales. Donc on a raccourci les délais, mais l'étude environnementale, la MRAE ou la DREAL, elles vont continuer à travailler parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour des raisons d'acceptabilité sociale, mais aussi pour des raisons de durabilité, on ne peut plus installer des usines comme on le faisait il y a 50 ans. Et c'est tout le défi. J'ai beaucoup entendu parler d'injonctions contradictoires. Moi, je ne souhaite pas donner des injonctions contradictoires, mais je souhaite qu'ensemble, on puisse gérer ces contradictions, qui sont que l'industrie verte, jusqu'à il y a 2 ans, c'était un oxymore, c'était 2 trucs qui n'auraient jamais dû avoir lieu d'être ensemble, et qu'on est en train de réconcilier. Parce que moi, je suis convaincu que de l'emploi industriel qui va vers la décarbonation, c'est une manière de régler notre problème économie, écologie, fin du monde, de recréer de l'emploi qui va servir à la transition écologique. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce qu'on peut tous être alignés pour le faire? Moi, en tout cas, au quotidien, j'ai travaillé avec certains d'entre vous sur des sujets concrets. Je vois qu'on y arrive. Quand on peut et quand on veut, on y arrive. Donc vraiment, moi, j'ai envie de vous laisser avec un message, pas de béatitude, pas de naïveté, mais de volontarisme, quoi. Travaillons ensemble pour, quand il y a des contraintes, on les lève et qu'on trouve les solutions ensemble de manière à avancer, parce qu'on le fait depuis 6 ans, un peu comme M. Jourdain, peut-être en bricolant. Maintenant, il faut le faire de manière, c'est le cas de le dire, industrielle, parce qu'on a besoin d'accélérer. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Donc, on va prendre quelques questions avant de voir notre seconde séquence. Je me tourne, voir si le... S'il n'y a pas de questions, pour l'instant, je n'ai pas abusé de mon temps de parole, mais je comprends que je n'ai pas la légitimité démocratique des élus, ni même la légitimité Non, c'est pas du tout pour ça. Vous étiez sur la deuxième partie du débat, c'est pour ça. Mais rassurez-vous. Ok. Enfin, juste pour un peu essayer de vous donner le point de vue de l'observateur engagé et engagé à vos côtés pour ce combat pour la réindustrialisation et tout orienté vers le succès des territoires. Mais avec une vision un peu factuelle de banquier des territoires sur le foncier. Le ministre l'a dit, il nous faut 22 000 hectares à peu près. 22 000 hectares pour récupérer les 2 points de PIB, et ça a été analysé par mission du Roland Mouchel-Blézot, et qui dit que ces 22 000 hectares, on peut les trouver finalement en 3 sources. Il y a une source d'abord de densification. Et moi j'applaudis des 2 mains, M. Chrétien, quand vous dites les architectes doivent arriver à reconstruire les usines verticales, mais si déjà on commençait juste par faire les parkings des usines en verticale, et il n'y a pas besoin d'être architecte des bâtiments de France et de sortir de la cité de Chaillot pour faire un parking vertical, on gagnerait beaucoup. Et c'est évalué par la mission Roland Mouchel-Blézot à 8 000 hectares de gagnés en densification des zones industrielles. Donc déjà, on a gagné 8 000 hectares. Ensuite, il y a les friches.
Alors les friches, c'est une réalité. Bruno Bernard le sait, on l'a accompagné sur le territoire de la métropole avec le site usine Lyon-Parisien à Vénissieux, où on a une ancienne friche industrielle qu'on a reconvertie. Alors ça coûte de l'argent, mais on a investi à vos côtés en capital patient. Et la récupération des friches industrielles, c'est là aussi 8000 hectares. Et c'est normal, on a beaucoup des friches industrielles. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par mon collègue Nicolas Dufour sur la désindustrialisation. Il faut voir que s'il y a eu désindustrialisation, il y a des friches. Et moi, je passe un temps fou à voir des friches, à les examiner, à voir quel est le coût des pollutions et à quelles conditions on peut récupérer ces friches. Ça fait 8000 hectares. 8000 plus 8000, je suis à 16 000. 22 000 moins 16 000, si le banquier compte bien, il m'en reste combien? Il m'en reste 6 000 à trouver. Sur 5 ans, ça fait à peu près 1200 hectares. Franchement, ça, c'est possible à faire. Alors, c'est au niveau local, sans doute qu'il faut les retrouver. Et ça, c'est vrai que les territoires sont pas égaux. Ils n'ont pas la même disponibilité foncière. Il n'y a pas autant d'hectares disponibles dans le Grand Lyon qu'il y en a sans doute dans l'Indre. Mais les projets se font. On a mis 1 milliard au travail, côté Banque des Territoires, pour accompagner 240 projets et on a financé 40 usines. On a financé des grandes, les Gigafactories à Dunkerque. J'ai envie de dire, c'est pas le plus difficile. Là, tout le monde est là, hein. Le ministre, etc. Moi, ça m'intéresse plus de m'occuper des moyennes usines. On a financé un secte à Amiens, qui fait donc des protéines animales à partir de scarabées. Puis j'étais il y a 2 semaines dans les Landes, où là, c'est modestement la société d'économie mixte, la SATEL, la société d'aménagement des Landes, qui accompagne Materop, qui fait du béton bas carbone. Et puis on parle de souveraineté industrielle, c'est important, souveraineté économique. Une entreprise qui fabrique des aiguilles. Parce que si on veut rapatrier les vaccins, encore faudrait-il qu'on ait les aiguilles pour faire des seringues, pour les injecter. Donc je vois ces projets se faire. Je vois des élus effectivement au combat, mobilisés, parce que c'est chaque fois un combat. Il y a plein d'études, il y a plein d'autorisations à voir. Mais il y a des projets qui se font. Et en tout cas, nous, on est là pour les accompagner. Merci. Sophie Gauguin, une réaction Alors Isabelle. Isabelle Le Callennec, je voudrais juste court, si c'est possible. Moi, je pense qu'il y aurait une mesure. Je vous oublie pas, je vous ai pas donné encore la parole. Une mesure forte, vous l'avez dit, monsieur le directeur, 22 000 hectares. Sortons ces 22 000 hectares qui sont fléchés vers l'industrie de ce fameux calcul du ZAN. Déjà, rien que ça. Nous, en Bretagne, le MEDEF a proposé que tout ce qui concourt en fait au développement économique sorte de ces fameux calculs du ZAN. Après, il nous restera le logement à assurer, les équipements, les mobilités, etc. Sortons-le. Et encore une fois, on va travailler sur la sobriété. Je vais me permettre d'être en désaccord, parce que si vous faites ça, ça veut dire que la densification des usines, vous ne le faites pas, et la récupération des friches, vous ne le faites pas. Si, monsieur le directeur, c'est même pas nous qui le faisons. Ce sont les industriels eux-mêmes. Parce que ça fait des années que les industriels eux-mêmes, ils font attention à la sobriété, ils font attention à la consommation d'eau, ils font attention à la consommation d'énergie. Moi, sur mon territoire, on est en train de requalifier une zone d'activité qui a quasiment 50 ans. Tous les chefs d'entreprise se sont mis autour de la table. Il y en a un qui va produire de l'électricité pour son voisin. Ils font attention à récupérer les eaux de pluie pour travailler tous ensemble. Je vous assure, les industries eux-mêmes, ils ont un temps d'avance, là, pour le coup, sur les élus locaux. Il faut leur reconnaître ça. Donc, vraiment, et aujourd'hui, ils nous demandent du foncier. Et je rajoute une difficulté. On est parfois propriétaire de nos réserves foncières, nous, les EPCI. Mais il y a tous les hectares qui appartiennent à des privés et qui sont zonés pour de l'activité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on commence déjà à recevoir des courriers de propriétaires privés qui sont propriétaires de fonciers sur lesquels il peut y avoir de l'activité. Et ceux-là, ils commencent à nous dire, mais attendez, parce que le ZAN va s'imposer à eux aussi. C'est-à-dire que quand ils vont vendre leurs mètres carrés, leurs hectares à des projets industriels, ça va être décompté dans notre ZAN. Voilà. Et sur un territoire comme le mien, c'est quasiment 60 hectares qui appartiennent à des privés et qui, demain, peuvent faire l'objet de l'implantation d'une industrie. Donc, je vous assure, monsieur le directeur, les entreprises, vous les connaissez aussi bien que moi, ils sont vraiment engagés là-dessus. Et les friches, on va travailler dessus quand on en a. La construction en hauteur, on va le faire. Sur la mutualisation des parkings, tout simplement, je vous assure qu'on le fait. Mais on est vraiment contraint et étriqué et on va avoir du mal à atteindre cet objectif. Voilà. Je vous promets, Sophie Gauguin, je ne vous oublie pas un petit mot. Parce qu'on est sur cette seconde séquence qu'on a démarrée, qu'on interrompt. Bruno Bernard, un tout Très petit rapidement, non, parce que je suis un peu en désaccord. Enfin, moi, je suis d'accord qu'il faut naturellement faire le ZAN, il peut s'améliorer, mais
les industriels ont de l'avance pour faire la transition écologique sur les pouvoirs publics. Je partage tout à fait. Mais ce n'est pas vrai sur la sobriété foncière, tout simplement parce que faire de la sobriété foncière pour eux, c'est avoir moins de réserves sur leur site. Si c'est construire en hauteur, c'est construire plus cher. Donc il faut forcément les accompagner ou les contraindre. On utilise les mots que l'on veut. Et quand un industriel a déjà son site, il est artificialisé. Donc il ne compte pas dans le ZAN. Hein. Logiquement, il n'y a aucune raison que le site industriel... voilà. Mais, donc je pense que quand même, il faut bien poser les choses. Et la sobriété foncière, elle n'est pas pour l'instant en marche vraiment sur l'industrie. Enfin, elle reste à faire, me semble-t-il. Voilà, je voulais juste donner cette précision. Merci bien. Sophie Gauguin, on y arrive. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, je vous ai interrompu à ce moment-là parce que je vous ai dit qu'on en parlera après, sur cette question de gouvernance qui est le thème de la seconde séquence, et vraiment la relation que vous avez entre la région et les 71 intercos, excusez-moi, qui n'est pas nouvelle. Vous me disiez que dès 2016, vous aviez un partenariat. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas s'en aller. Vous voulez un verre d'eau. Oui, au moment de l'élaboration du SR2I, donc 2016, merci beaucoup. Et vous aviez déjà cette collaboration d'aller voir quasiment toutes les intercos. Et vous me disiez que vous continuez. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que, conscient de l'enjeu, hein, quand on est une région aussi industrielle que la Normandie, c'est évidemment pour nous une force. Et conscient de la nouvelle donne territoriale entre la strate communale, intercommunale et les régions, puisque le binôme à qui on a confié la compétence éco, ce sont les intercos et les régions. Pour que ça fonctionne, il fallait créer un climat de confiance. Et pour créer le climat de confiance, et ça serait bien que ça inspire des modèles au niveau supra, c'est de discuter avec nos homologues et d'aller sur les territoires, parce qu'aucun n'est pareil. Je veux dire, entre Caen, Rouen, Le Havre et tout le reste qui est un territoire quand même très rural, on n'a pas, les présidents d'intercommunalité et les maires n'ont pas les mêmes problématiques. Donc on est allé au contact tout de suite pour créer cette nouvelle gouvernance en disant le développement économique, on le fera main dans la main, en discutant avec les EPCI et en travaillant avec les maires. Il y avait un peu de méfiance au début. Oui, vous regardez un petit peu... évidemment, en disant, voilà, les régions vont prendre la main, nous, on n'aura pas notre mot à dire. Et donc, on a voulu créer ce contrat de confiance tout de suite dans le premier schéma de développement économique qu'on n'a pas voulu comme un schéma. D'abord, il était très court, il était hyper simple. C'était surtout de dire comment, ensemble, on repère les besoins territoriaux en matière de développement économique, qu'on crée l'ingénierie qui va bien avec un guichet unique, et comment on crée les partenariats, par rapport à ce que vous disiez, monsieur le directeur, et d'ailleurs, on en a un ensemble, pour que l'ingénierie territoriale ne soit pas un frein et une inégalité dans la façon dont on aborde le développement économique dans les territoires. Et donc là, on répond avec une offre qui permet à chaque EPCI, s'il le veut, hein, évidemment, parce qu'on ne se substitue pas à la volonté territoriale, eh bien, de se positionner, de dire « moi j'ai besoin ». Où je me situe aujourd'hui en termes de consommation, quelles sont mes industries, qu'est-ce que j'aimerais voir développer sur le territoire, et d'essayer d'y répondre à la carte de façon très fine, parce que comme le disait André, quand on construit des parcs économiques dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que aménager, c'est pas développer. Mais quand on se dit j'ai une compétence majeure en termes d'industrie sur de la pharmacie, sur de la cosmétique, en matière de transformation alimentaire, etc., est-ce que je n'ai pas intérêt à réfléchir à des grappes d'entreprises qui viennent ? La petite communauté de communes, et je le dis parce que je suis maire d'une commune de 2300 habitants, donc avec beaucoup de respect, j'en viens, elle a besoin d'être soutenue en matière d'ingénierie pour imaginer tout ça. Et c'est ce qu'on propose dans ce nouveau contrat, en allant toujours au contact, parce que à chaque déplacement, et je dis le contact pas seulement avec mes collègues élus, c'est-à-dire que quand on fait une réunion sur le développement économique, j'invite les entrepreneurs et les entrepreneuses. Et ça, c'est très intéressant, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'ingénierie, l'approche du ZAN, c'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise n'avaient pas du tout à l'esprit ce qui se passait. Et ceux qui sont allés leur dire ce qui allait arriver, c'est quand même beaucoup les régions, parce qu'on avait la charge du SRADET, qui est une autre strate, et que même quand on essaye de bâtir un sujet co-construit, qui est quand même une force en région Normandie,
on va buter sur certains problèmes. Donc, je crois que la confiance et l'écoute sur le terrain, la co-construction des dispositifs de soutien en région Normandie, c'est très important. Et puis, savoir faire preuve d'innovation. On parle de réindustrialisation. Les maires le savent bien. Quand vous avez votre entrepreneur sur votre territoire qui vient vous voir, parce que souvent c'est le maire qu'on va voir en premier, puis après son président d'interco, et qui dit bah voilà, j'ai un problème, je suis chassé par des fonds étrangers, mais j'ai pas envie de perdre mon capital, pas envie de perdre la main, et comment je peux faire? Nous, on a carrément décidé de créer notre fonds d'intervention, c'est-à-dire que les Normands et les Normandes sont actionnaires dans 72 entreprises en Normandie aujourd'hui. Ça nous permet quoi? De garder la main sur des savoir-faire industriels majeurs, sur des tissus de sous-traitance essentiels pour la France, sur la sécurité défense, sur l'aéronautique, sur l'alimentaire et sur d'autres sujets. Et puis d'éviter des délocalisations. On relocalise aujourd'hui parce qu'on a su démontrer à des grands groupes qu'on pouvait rentrer au capital de leurs entreprises ou à des PME en croissance qui avaient besoin de nous. Et d'aller sur l'innovation quand des programmes d'État sont déjà super saturés, d'assumer notre risque sur l'innovation, puisqu'aujourd'hui on le voit bien que les banques ont quand même une certaine frilosité à pouvoir accompagner des projets risqués. Voilà. Alors, Sophie, on n'a pas évoqué le stockage du foncier, parce que ça c'est un vrai sujet, et que la Banque des Territoires finance les établissements publics fonciers qui ne sont pas présents encore partout dans le territoire. Je sais qu'il y en a un en Normandie, mais il n'y en a pas partout sur le territoire. Il y a des élus pour qui c'est un objet totalement inidentifié, inconnu. Or, le stockage du foncier, c'est un élément essentiel pour éviter la spéculation et pour générer de la richesse ultérieure. Encore faut-il qu'on ait l'argent pour acheter ce foncier pour s'en servir plus tard. Et c'est le rôle des établissements publics fonciers. Et là, il y a un vrai sujet de généralisation de cet outil de réserve foncière sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais bien savoir ici autour de cette table, qui utilise son établissement public foncier, ou y a-t-il un établissement public foncier, ou ont-ils connaissance qu'il y a un établissement public foncier sur leur territoire? C'est quand même un outil totalement lié et qui est en gouvernance région, intercommunalité. Justement, peut-être quelques mots. Vous m'avez parlé de cette convention signée entre la région et l'EPF, l'établissement public foncier, pour aider justement les intercos avec une part de financement de la région. C'est vrai que c'est ce genre on a un gros partenariat, et on a aussi pour les communes de plus petite taille, parce que pour nous la région est une entité de proximité. Avec les présidents d'Intercom, on a aussi imaginé une foncière en maille fine, parce que l'EPFN, on est sur des grandes... Bon, voilà, on essaye d'être sur des surfaces plutôt moyennes. La région finance énormément. Mais il y a aussi le commerce de centre-bourg qui fait partie du maillage économique de la France. Le commerce et l'artisanat, c'est quand même ça aussi qui fait vivre nos territoires. On parle d'industrie, mais pas que. Donc on a créé des micro-foncières qui permettent aussi d'agir. Mais le PFN, oui, c'est un outil très intéressant. Mais encore faut-il avoir de la visibilité sur l'utilisation future du foncier, parce qu'aujourd'hui, les maires ou les présidents d'interco sont sur le frein à main, puisqu'on ne sait plus dans quelle jauge on va pouvoir développer. Et que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le ministre, c'est-à-dire la MRAE, c'est une autorité indépendante. Les préfets n'ont pas la main pour intervenir et bloquer des procédures ou des études trop longues. Donc on a quand même besoin de simplification et de visibilité. Merci. Je voulais donner la parole à la salle. Peut-être un petit mot, mais... Sur les EPF, oui. Oui, en tant que coprésidente de la commission logement à l'AMF, moi j'ai été très surprise de constater qu'il n'y avait pas des EPF partout. Oui. J'étais convaincue qu'il y en avait. Alors chez nous en Bretagne, il existe depuis toujours, j'ai envie de dire. Et par contre, il est très fléché sur le logement. Notre EPF, il porte du foncier pour faire du logement. Et on commence à réfléchir dans certaines régions et sur certains territoires à ce qu'on fait, vous savez, les offices fonciers solidaires avec les baux réels solidaires.
on commence à se demander si on ne va pas faire ce genre de montage, en fait, aussi pour les entreprises et l'industrie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre foncier, vous avez sans doute de plus en plus d'entreprises qui louent des bâtiments et qui ne sont plus propriétaires de leurs bâtiments. Et on se pose la question de savoir si les industriels ne vont pas être intéressés à un moment donné pour également, finalement, louer le foncier. Et donc, vous ne céderiez pas votre foncier tellement il a atteint des coûts importants. C'est une tendance qu'on va pouvoir peut-être expérimenter et observer dans certains territoires. Je voulais juste rajouter cela. Merci. Alors, c'est vrai qu'on vous a peu donné la parole jusqu'à présent, donc c'est le moment. Je regarde. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous donner un micro? Vous en avez ou pas, non? Tiens, chef. Ah bah, beau geste. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis maire d'une petite commune du Sud-Gironde, dont on a parlé l'année dernière pour les incendies, il y a 2 ans pour les inondations. Mais je suis également président d'une interco de 41 communes, 25 000 habitants, et donc en charge, comme toutes les intercos, de la compétence économie, et donc avec des zones d'activité, dont on va avoir du mal à développer dans la mesure où les zones sont quasiment complètes, et si on veut les étendre, on va se heurter au problème de notre PLUI avec la pratique des DTM de refuser des nouveaux terrains à construire pour les activités économiques, notamment en raison de ce qu'on appelle, que je n'ai pas connu moi quand j'étais maire il y a déjà 28 ans, la question des zones humides en particulier, où on doit évidemment faire des compensations. Alors, je regrette que le ministre soit parti, mais on a pas mal parlé de CVAE. Il se trouve que moi, j'ai pratiqué pendant 40 ans le contrôle fiscal. Je suis inspecteur des finances publiques en retraite. Et que la CVAE, c'est quelque chose qui me parle, mais qui ne parlait pas beaucoup aux chefs d'entreprise, je dois vous le dire, parce que c'est un sujet qu'ils n'abordaient rarement. Quand je faisais des contrôles, ils se plaignaient rarement de leurs impôts locaux. Au contraire, ils disaient surtout que les charges sociales étaient très élevées et qu'ils avaient des problèmes pour trouver de la main-d'œuvre. C'est aujourd'hui toujours le cas. La problématique fiscale, elle n'était pas dans leur ADN. Pour autant, ils y sont extrêmement sensibles, sinon on aurait beaucoup moins d'évasion fiscale dans notre pays. J'aurais rappelé au ministre qu'on ne paie pas de CVAE quand on a moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a quand même beaucoup d'entreprises en France qui sont des TPE, des petites entreprises, et qui ne paient pas de CVAE. J'aurais rappelé au ministre également que 60% de la CVAE, qui est entre les 10 et 15 milliards, sont payés par 10% des entreprises, ces entreprises étant de la filière grande distribution ou assurance ou encore les banques. Voilà. C'est-à-dire ce sont surtout ces entreprises qui paient la CVAE et pas forcément les entreprises industrielles. J'aurais voulu les rappeler aussi, puisqu'il a dit... il n'est plus là, donc il ne va pas... Je sais, mais il a bien quelques conseillers dans la salle qui lui porteront le message. J'aurais souhaité appuyer les propos d'André Léniel et d'autres qui ont rappelé que les compensations n'avaient pas été effectives. Je confirme ce qui a été dit et ce qui est confirmé par André Léniel, qui est un spécialiste de cette question. Tous les présidents d'Interco, quand ils montent leur budget, reçoivent ce qu'on appelle l'État 1259 MI, c'est-à-dire les bases fiscales et les compensations. Je me souviens très bien, j'y suis très attaché, au montant des compensations de TVA pour les pertes de TH et puis de CVAE, c'était 2 218 000 qui m'ont été indiqués par l'administration fiscale quand j'ai monté mon budget. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre de la Direction générale des finances publiques m'informant que les compensations de TVA avaient été réduites pour ce qui me concerne de 100 000 euros. Alors, je me souviens de ce qu'a dit le président de Limoges Métropole, où on observe une décorrélation entre la pratique politique des collectivités qui vont faire du développement économique et le retour sur investissement, en particulier en matière fiscale. Il n'y a plus aucune corrélation. Et aujourd'hui, les présidents d'Interco sont plus fondés à faire de l'habitat plutôt que de l'économie, alors même que c'est l'économie qui fait marcher notre pays. Voilà. Et puis j'avais un autre sujet quand même. Simplement, il serait bien de faire tourner un peu la parole, parce qu'on arrive doucement à la fin de notre débat. Simplement pour avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, là où sont implantées les zones, c'est un village
qui a vu ses bases fiscales de taxes foncières multipliées par 4. Je trouve anormal que ce soit la seule commune qui accueille les zones d'activité qui bénéficie des retombées fiscales en matière de taxes foncières. Et je voulais savoir si parmi vous, il y avait des présidents qui avaient procédé au partage de cette taxe foncière supplémentaire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je vais vous reprendre le micro. Merci. Oui. Bonjour, donc je suis Thierry Delbreil, maire d'une petite commune du Tarn-et-Garonne, La Française, et président d'une communauté de communes Pays de la Française, 11 000 habitants, 3 000 pour la commune. Effectivement, je rejoins ce que disait tout à l'heure André Léniel, nous avons perdu 100 000 euros de compensation. Alors peut-être que le ministre n'a pas bien pris sa machine à calculer, mais la réalité du terrain, c'est celle-ci. Et effectivement, on est de plus en plus avec cette fraction de TVA qui a été mise en place, qui est un outil indigeste pour nos petits budgets. Alors, je ne connais pas le fonctionnement des grosses agglomérations, mais sur une petite intercommunalité, 100 000 euros qui manquent sur un budget de 4 millions, ben, c'est 100 000 euros, c'est 3 postes d'agents. Il y a un autre élément aussi qui aujourd'hui nous questionne. Nous n'avons pas fait de PLUI parce que l'histoire de notre territoire ne l'a pas mené. On y viendra certainement à terme. Mais du coup, la commune centre, qui est celle que je dirige, la Française, 3 000 habitants, nous avions 180 hectares constructibles. On a refait notre PLU. Quand j'ai été élu en 2014, nous sommes tombés à 27. Plutôt vertueux, puisque le Grenelle nous imposait de tomber à 40, on est passé à 27. Et là, le ZAN nous tombe dessus, il nous dit, vous pourrez faire 10 hectares de construction. Sur ces 10 hectares, nous avons la seule zone d'activité de l'intercommunalité qui est à la Française. 4 hectares à venir, avec des entreprises qui ont envie de s'installer. Nous sommes en périphérie de Montauban, à 1 heure de Toulouse. Nous commençons à avoir une dynamique. Ça veut dire que moi, en tant que maire, je me retrouve confronté à mon conseil municipal qui me dit non mais c'est pas possible, on ne va pas mettre sur les 10 hectares qui restent 4 hectares sur la zone, on ne peut plus construire à côté. Et inversement, on a une pression de nouveaux habitants qui viennent s'installer qui nous disent mais il nous faut ces hectares pour construire parce qu'on a envie de s'installer, on cherche un cadre de vie, ça devient un peu compliqué. C'est même un euphémisme. Ouais. C'est indigeste. Et alors en plus, quand on cumule les deux mandats de maire et de président de communauté de communes, quand vous êtes à votre conseil municipal, on vous reproche d'être trop président, et que vous êtes président, on vous reproche trop d'être le maire du Bourg-Centre. Mais c'est vrai que cette notion, que ce soit le ZAN, que ce soit le ZVE, alors je ne vais pas faire de l'anti-urbain ou du pro-rural, mais c'est vrai que ça donne souvent le sentiment que les décisions qui sont faites par le législateur, elles sont tournées plutôt vers de grosses structures, et ça oublie un peu notre ruralité qui aujourd'hui est en souffrance. Elle fonctionne, hein, on est toujours là, on a une économie agricole qui est dynamique, on a des entreprises qui s'installent, mais qui est difficile. Et nous avons des voisins qui sont présents aujourd'hui, que je salue, qui habitent la commune d'à côté. Merci d'être là. Et c'est vrai que c'est pour nous un challenge à venir, mais c'est surtout de la désignation de l'EPCI comme devenant l'ennemi des communes. Et c'est juste pas possible. Il faut absolument qu'on nous entende sur cette démarche-là et qu'on nous donne les moyens de fonctionner. S'ils veulent créer des intercos à 100 000 habitants partout, qu'ils nous le disent, on disparaît, on met la clé sous la porte, il n'y a pas de souci. Mais là, on est vraiment sur une démarche qui nous met en fragilité. Nous sommes le premier maillon de proximité. Nous avons des services vis-à-vis de la population. Et ces services sont aujourd'hui en danger parce qu'on nous enlève les moyens de financement et nos moyens de décision. Donc il faut vraiment, et moi aussi j'aurais aimé que le ministre entende, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il fasse grand-chose, même si on le lui dise. Mais en tout cas, ça devient très compliqué. Et ça écœure, moi je le dis, de plus en plus des élus qui annoncent déjà à 3 ans des prochaines élections, qui disent non, on ne repart plus. Des maires qui disent moi je ne repars plus, ça suffit. On a perdu nos pouvoirs, on devient une entité sans aucune âme. Je pense qu'il faut qu'on repose les choses et qu'effectivement, collectivement, on dise stop. Merci pour votre témoignage. Vous avez fait une formidable introduction pour le forum suivant sur la thématique finances intercommunales à agir avec les communes. Peut-être une dernière question, un mot de conclusion. Je regarde si un doigt se lève. Monsieur, court, parce que théoriquement là, on devrait terminer. Donc Gilles Maloisel, adjoint de Vire-Normandie, à Calvados. Et donc, je voudrais bien qu'il y ait une cohérence, parce qu'on nous parle de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Nos territoires ont un potentiel de ressources énorme. Comment on va pouvoir effectivement implanter certaines filières qui ont besoin de s'organiser, mais on leur dit,
vous n'avez pas d'hectares disponibles, comment on va faire? Je veux une cohérence, parce que là, il faut qu'on ait de la lisibilité pour le long terme. On a des territoires qui sont tous ambitieux, donc il va falloir que tous on se parle un peu sur l'avenir qu'on veut construire ensemble. Bah oui, c'est pour ça. Merci pour le message. Cohérence, ça pourrait être un beau titre de loi. Un petit mot de conclusion? Mais c'est ce qu'on essaye de Oui, faire. très brièvement. Je crois qu'à travers tout ce qu'on a entendu, on a simplement constaté ce que beaucoup d'entre nous disent depuis un certain nombre d'années, c'est que nous sommes dans des injonctions contradictoires qui deviennent impossibles à gérer sur le territoire. À la fois, bien entendu, la problématique financière, elle touche tous les sujets. Donc je ne vais pas, j'allais dire, continuer sur le sujet, d'autant plus que demain matin, il y aura dans l'amphi le débat financier. Donc on aura l'occasion de revenir dans le détail, j'en suis convaincu, sur toutes les problématiques financières qui se posent à nous aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer hier dans mon propos du débat d'orientation générale. Et puis, toute la thématique, je veux dire, sur les principes, tout le monde est d'accord. C'est ça qui est extraordinaire. On est tous d'accord qu'il faut de la sobriété, qu'il faut de la sobriété foncière, qu'il faut de la sobriété financière. Le problème, c'est que ce sont les autres qui décident pour nous, qu'en permanence, on nous considère comme des sous-traitants. Et ça, c'est insupportable. Nous sommes élus du peuple. Nous sommes légitimes. Nous avons la confiance de nos concitoyens, et d'ailleurs les maires sont encore les seuls qui sont au-dessus de la barre de 50% pour la confiance des citoyens. Mais si on continue à nous mettre dans la situation d'être dans les contradictions et donc dans l'impossibilité d'avancer, de moderniser et surtout de ne plus avoir retour sur le moindre des investissements, on dit si vous ne faites pas de l'industrie, faites du logement. Mais attendez, on n'a plus de taxes d'habitation. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je parle comptablement, je ne parle pas humainement, bien entendu. Si vous ne faites pas du logement, faites de l'industrie. Ah oui, mais attendez, chaque fois qu'on veut toucher à quelques hectares, chez moi, je propose même d'échanger des hectares qui sont actuellement zonés économiques parce qu'une entreprise en a besoin, les échanger contre une autre zone. C'est là qu'on me dit, mais non, il faut refaire le PLUI et le SCOT. C'est ça que c'est. Bon, c'est-à-dire plus de 2 ans de travail. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc on ne peut pas nous dire accélération, c'est comme les demandes qui sont faites en matière d'accélération énergétique. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis un territoire plutôt en avance, au moins de 20 ans sur le sujet. J'ai créé la première SEM dédiée à l'énergie renouvelable. Bon, et on nous dit qu'il faut accélérer, mais à condition que vous ne touchiez pas ni au retour sur investissement, ni bien entendu au foncier. Donc à partir de là, je veux dire, on a le sentiment d'être corseté en permanence et il faut libérer les capacités d'initiative de chacune et de chacun d'entre nous sur le territoire. Je crois en tout cas que c'est ce qui ressort manifestement de l'ensemble des propos qui ont été tenus devant nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous les intervenants. Je suis désolé, il faut qu'on s'arrête là.